Voilà, ça fait un peu générique de blockbuster américain là, hein, ça fait presque peur. Alors on est là donc pour parler de tendances dans l'e-commerce. Merci à tous de nous avoir rejoints. Alors on a un intervenant qui doit nous rejoindre également, hein, Laurent Caral. Donc s'il est parmi l'assistance, qu'il n'hésite pas à monter sur scène de Tentation Fromage. On va quand même démarrer avec un petit tour de table de présentation. Vous pouvez vous saisir du micro, messieurs, voir s'ils sont allumés. Voilà. Alors Teddy, c'est à vous. Quelques mots de présentation. Affinity. Ça marche ? Oui. Oui, bonjour, Teddy Malfait. Donc je suis cofondateur et dirigeant de la société Affinity Engine, qui est un moteur de recommandation et de personnalisation cross-canal, donc pour apporter des expériences utilisateurs, pour améliorer l'expérience utilisateur sur vos sites marchands et autour de votre activité. Très bien, on va en parler dans quelques minutes. À vos côtés, Yann Tertrais, Soledis. Voilà, Soledis, on est un intégrateur e-commerce, donc on s'occupe de guider nos clients dans l'acte d'achat de leurs propres clients. On est concentré sur ce moment précis de l'acte d'achat en e-commerce. Très bien. Alors, on va démarrer. Alors, on avait dit trois tendances fortes. Hein. Si on en a un peu plus, c'est pas bien grave. Parmi les tendances qu'on a identifiées, il y a le côté, vous avez commencé à le dire, Teddy, et je vais vous passer la parole là-dessus. Thématique toujours de personnalisation, marketing, automation, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu quels sont les enjeux et aujourd'hui, pour un e-commerçant, aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir personnaliser justement l'offre, faciliter l'ergonomie, la recherche du bon produit sur le site? C'est dans l'air du temps. Comment ça marche? Oui. Alors, effectivement, les internautes aujourd'hui sont extrêmement impatients. Ça, on le sait, 75% qui quittent un site en moins de 2 minutes s'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent, ce qu'ils sont en train de rechercher. Et au-delà de leur impatience, ils sont aussi extrêmement exigeants. Non, je ne suis pas monsieur tout le monde. Non, je veux être soigné pour qui je suis. Ça fait 50 fois que j'achète le même produit. Apprenez et aidez-moi à consommer plus vite sur votre site et à trouver plus facilement ce que je cherche, tout simplement. Donc c'est là qu'interviennent les logiques de recommandation produit et qui plus est de recommandation personnalisée, c'est-à-dire elles vont analyser les historiques de navigation et d'achat d'un internaute pour l'aider à trouver plus facilement ce qu'il cherche en insérant des petites zones de suggestion de produits. Et puis au-delà de ça, c'est donc l'importance de l'expérience client est très claire, mais il faut aussi la jumeler avec cette tendance du commerce. Alors, on est passé du commerce multicanal au cross-canal. Aujourd'hui, on parle de commerce connecté avec des clients, une ubiquité du client qui peut être sur son site, sur votre site ou sur son mobile, en même temps sur les réseaux sociaux ou en boutique avec son téléphone, etc. L'expérience client ne s'arrête pas quand la personne quitte votre site. Et je dirais d'autant plus si elle quitte le site sans avoir validé son panier. À vous de jouer. Les relances de panier, c'est quelque chose d'extrêmement, un levier extrêmement puissant pour améliorer les performances d'un site, puisqu'on estime que c'est 3 fois le chiffre d'affaires du site qui est abandonné. Donc vous faites vite vos petits calculs. Si vous arrivez à récupérer une partie de ce 3 fois votre CA, vous avez un levier pour améliorer vraiment fortement votre CA. Donc là-dessus, il faut être super rapide, hein. Le client qui est chaud, il faut pas que le faire pendant qu'il est chaud. Il refroidit très vite, en 12 heures c'est déjà trop tard. Donc il faut mettre en place des campagnes automatisées de relance de panier abandonnés et qui vont permettre comme ça de récupérer le client. Tout en nourrissant en plus l'expérience, puisque c'est de la valeur ajoutée pour le client. Alors quand vous dites relance, c'est quoi? C'est du retargeting ou c'est sous quelle forme en fait? Oui, ça peut. Alors, bon, il y a différentes façons de le faire. Effectivement, il y a la notion de retargeting on va dire, sur l'ensemble du web, mais plus simplement par email, tout simplement. Donc, on va envoyer un email après l'abandon panier. Donc, on va se dire, tiens, ça fait une demi-heure qu'il a rien fait sur le site là, alors qu'il avait bien ajouté un produit à son panier. Envoyons lui un email pour lui dire tiens, vous n'avez pas validé, vous n'avez pas finalisé votre achat, éventuellement rajouter une petite offre de réduction ou un incentive pour le faire revenir. Et là où la personnalisation intervient, c'est lui proposer des produits alternatifs à celui qu'il a mis à son panier. S'il n'a pas validé de panier, c'est peut-être que c'était pas le produit parfait. Et l'aider, ou en tout cas lui tendre des perches en lui disant bah c'est peut-être celui-là ou celui-là ou celui-là le produit parfait pour vous, vous l'avez peut-être pas trouvé. C'est donner des chances
Donc essayer de comprendre quel frein, pourquoi la personne qui est sur le site, qui est effectivement peut-être dans le tunnel de vente, pourquoi la personne ne donne pas suite, comprendre les freins et pour justement lever ces freins et réussir à finaliser l'achat. On n'a pas parlé de chat, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui avec du click to community ou du click, différentes formes de chat qui permettent là aussi de rentrer, d'avoir cette personnalisation de la discussion avec l'internaute pour se donner plus de chances de finaliser l'achat. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui vont améliorer le taux de transformation d'un site. Et à mon sens, ces différentes choses s'adressent à des profils de gens différents. La barre de recherche, historiquement, c'est le premier outil pour trouver ce qu'on veut sur un site. Il y a bien sûr les menus, etc. Mais la barre de recherche, ça sert à ça. Sauf qu'il y a 30% des gens qui utilisent la barre de recherche et 70%, ils font autre chose, ils se débrouillent. Pareil, le chat. Après, chacun se positionne par rapport au chat. Moi, à titre personnel, quand je suis sur un site internet en train de passer commande, j'ai pas forcément très envie de parler avec quelqu'un par chat. C'est pas mon truc. En revanche, voilà une recommandation où c'est donc un apport, un push, une suggestion push. Ça, c'est mon truc. Donc, ça va être très complémentaire en fait ces différents dispositifs. Ouais, c'est ça, et pas avoir forcément un a priori en disant on va mettre que du chat, etc. Mais voir en fonction de la cible de client ce qui va aussi correspondre à certains et pas à d'autres. Ok, un point qu'on a également cité dans la discussion, vous l'avez dit, c'était que l'acte d'achat pouvait commencer sur tablette, se poursuivre sur mobile, etc. Mobile, Yann, on en parle beaucoup, on parle de stratégie mobile first, etc. Aujourd'hui, il est incontournable. Alors là, on est dans les tendances de l'e-commerce. C'est pas une tendance 2016, le mobile, on y est depuis plusieurs années, mais c'est plus que jamais, de par la taille des devices, de par le débit, de par l'ergonomie des sites, les aspects responsives. Aujourd'hui, la stratégie mobile first, c'est évidemment un enjeu d'actualité, quoi. Oui, absolument. Le mobile fait partie des quelques objets qu'on garde sur soi plus de 16 heures par jour. On a ses clés, sa carte bleue et son mobile. Donc le mobile est au cœur vraiment de quasiment sa propre identité et tout ce qui est contenu dans le mobile, y compris évidemment tout l'accès marchand sur lequel on est. Et évidemment, derrière, dès qu'on peut être placé, dès qu'un marchand campe sur son mobile, sur un mobile, il campe évidemment au cœur de son client. Donc là, vraiment, la stratégie mobile first est vraiment primordiale. C'est vrai que le mobile est une tendance de fond, donc relativement lente quand même quand on regarde le passé. Il faut quand même remonter à 10 ans pour penser à l'absence d'iPhone. Donc on est quand même depuis 10 ans d'iPhone. Déjà 10 ans, seulement 10 ans, mais en même temps, aujourd'hui, la génération qui a 25 ans ou 30 ans devant moi, la vie sans iPhone ou sans mobile est impossible. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une tendance fondamentale là-dessus. Alors ça veut dire quoi du coup derrière dire ok on a une stratégie mobile first, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière il faut étudier quels sont vraiment traquer les habitudes des internautes, voir quels outils ils utilisent, quel OS ils utilisent, à quel moment de la journée, du coup, adapter les sites en conséquence. Par quel côté il faut prendre le premier truc reste, ça fait partie aussi des tendances de fond. Google reste quand même un gros incontournable. On cherche quelque chose, on tape sur Google. Donc évidemment, l'appli Google, suivant les OS, etc., peut aller chercher dans les applications du smartphone des informations. Et évidemment, soit on a une stratégie classique, donc on va taper Google, qui va aller chercher des sites. Les sites vont répondre en responsive sur le smartphone. Ça, on est dans des schémas classiques. Le schéma idéal, c'est d'aller camper directement dans le smartphone avec son application mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de mémoire, en moyenne, il y a juste un noyau d'une vingtaine d'applications mobiles qui restent constamment sur les smartphones. Donc un marchand, plus le marchand a des relations régulières, confiantes, plus il va camper. Le premier, c'est Amazon. Toutes les grandes places de marché ont leur application mobile. Mais demain, notamment dans des marchés B2B, les marchés B2B ont des boulevards, puisque en général, en B2B, on a peu de fournisseurs, et son fournisseur peut très bien camper sur son smartphone. Donc l'idéal est aussi de penser à la spécificité du smartphone, qui est l'application mobile, plus qu'en mode web et responsive. Et là, on est encore aujourd'hui très très loin d'avoir un marché saturé en applications mobiles de vente là-dessus.
Ok. Ça coûte cher en termes d'investissement si on se dit effectivement moi je suis pas bon sur le mobile et il faut que je rende mes sites responsive, que effectivement je mette le mobile au cœur de mes préoccupations. Il y a besoin de tout redéployer, ça coûte cher ou pas Non, tant que ça. je dirais que c'est comme beaucoup de choses, il y a tous les prix, tous les moyens. Un site aujourd'hui responsive, c'est pas complètement natif. On est dans des tarifs complètement de base. Le gros travail après sur la partie référencement, on arrive aujourd'hui même en marketing automation à avoir des stratégies complètement mobile first, avec des clics par download, c'est-à-dire qu'on va payer une publicité non pas pour être vu, mais pour que sa propre application mobile soit downloadée sur les mobiles. Donc il y a vraiment tous les prix, tous les moyens, tous les outils sont là pour avoir une stratégie mobile first. Teddy, peut-être un commentaire là-dessus sur les aspects mobiles. Effectivement, dans une logique de commerce connecté, on voit comment se comporte je dirais le client aujourd'hui. Si on parle d'une enseigne qui aurait et des magasins et un site internet, on voit dans les couloirs, dans les rayons du magasin, les gens avec leur téléphone. C'est ça la transformation. Et on a aujourd'hui des gens... Sauf qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans les magasins. Mais... Ils l'empêchent, ils le bloquent. Ouais, là-dessus, moi j'ai coutume de dire que les magasins sont devenus un endroit de déception quasiment, puisqu'on ne vient plus découvrir le produit, on vient réaliser un acte d'achat si tant est que le produit est conforme à ses attentes et ses espérances. Et évidemment, on est avec son mobile clairement dans les rayons. Il y a vraiment la croisée des chemins. Avant, on avait le monde digital, le monde réel qui était assez séparé. Ça, c'était l'époque multicanal avec chacun ses préférences. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est complètement perturbé et la frontière est en train de disparaître. Et donc, le mobile, c'est effectivement quelque chose qui est fondamental. Et comme tu le disais, on a tous notre mobile, on est tous là prêts à dégainer. Et en quelques secondes, via Google, on va arriver sur le site ou le produit qu'on veut pour comparer, pour regarder, etc. Donc, ouais, effectivement, c'est clairement un incontournable. Ouais, sur le mobile, j'ai toujours en tête une phrase de Catherine Barba, qui est une prêtresse française de commerce connecté, et qui avait dit au West Web Festival, cher à Sébastien, je sais pas s'il est par là, Sébastien, bref, le West Web Festival qui se déroule à Carré, et elle avait dit qu'aujourd'hui les ados avaient plus peur de perdre leur mobile que de perdre leur virginité, donc ça pouvait faire peur. Bref, je referme la parenthèse. Est-ce que dans les tendances fortes de l'e-commerce, il n'y a pas aussi le côté un peu vu à 360 du client de la part du e-commerçant? Tout à l'heure, dans la conférence tourisme là avec la Brittany Ferries, elle expliquait qu'elle avait une vue globale avec quelqu'un qui a commencé à faire un chat, qui a ensuite peut-être fait un email, qui appelle, et du coup elle va avoir cette vue globale pour voir tout le parcours client et pour avoir tout l'historique. C'est le sens de l'histoire, j'imagine, mais c'est pas facile à mettre en place. C'est complètement le sens de l'histoire. C'est aussi un vrai problème législatif et de confidentialité et de vie privée, puisque à chaque application mobile remontée, on est capable d'identifier quasiment les personnes sans avoir leur nom, puisqu'on remonte les contacts, le profil des emails, l'ensemble des coups de fil, et ça suffit pour identifier quelqu'un. Donc on est capable d'identifier les clients dans tous les sens. Alors ça peut être extrêmement Big Brother-like et très négatif, mais en même temps, ça permet aussi d'adresser au mieux un marché. Si on prend ça de façon très commerciale et très positive, d'identifier un marché, de vraiment être au service de son client en l'identifiant au mieux. Dans la législation, bien évidemment, qui est à suivre, n'est-ce pas Teddy? Merci pour la transition. Alors effectivement, il faut respecter la loi, c'est important. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet et un vrai défi en fait là-dessus. Comme le client ne passe pas par un seul canal, mais par tous les canaux en même temps, etc., réussir, et c'est un vrai défi, hein, réussir à faire le lien entre cette personne sur le réseau social, cette personne en magasin, cette personne qui a commandé sur mon site, cette personne qui a répondu à mon email, etc., c'est la même. Tout d'un coup, on est capable de raconter une histoire beaucoup plus complète et d'être juste beaucoup plus pertinent, intelligent, d'avoir juste mieux compris cette personne, et donc derrière de pouvoir lui délivrer un service une valeur de service beaucoup plus élevée, qui est la base de la fidélité d'un client. Alors dans les tendances fortes, on a parlé de personnalisation, on a parlé de stratégie mobile, on a parlé justement de cette vue à 360 du client. Yann, je crois que vous vouliez rebondir aussi sur les aspects de place de marché. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, tout le monde est à peu près sur le web. Il y a une problématique qui peut être à la fois
de confiance dans les marchands. On va dire sur la partie carte de crédit, etc., paiement en ligne, c'est à peu près réglé. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de payer en ligne. Par contre, il peut y avoir une problématique de confiance dans la délivrabilité du service ou du produit. Chose sur lesquelles les places de marché, elles, ont un bénéfice extrêmement lourd. Une place de marché, il n'y a pas de raison. Vous achetez sur Amazon, si le vendeur est en Angleterre ou en Espagne ou ailleurs, ce qui arrive quand même de plus en plus souvent, d'ailleurs, contrairement à nous qui hésitons à les vendre à l'étranger, mais ça c'est une parenthèse. Si votre vendeur est en Angleterre, si ça marche pas, et moi ça m'est arrivé régulièrement, vous tapez sur Amazon, Amazon vous rembourse et se débrouille après avec le vendeur. Donc là il y a cet aspect de confiance, et puis il y a également l'aspect largeur de gamme. Une place de marché a une largeur de gamme de produits, les services c'est encore autre chose, mais de produits qui est quand même assez unique. Et aujourd'hui les places de marché, en tout cas pour tout un volet fondamental de volumétrie de vente et sont incontournables. Les places de marché deviennent de plus en plus spécialisées, notamment sur le B2B. On a des places de marché qui commencent vraiment à tenir la route sur le B2B. Et également pour les projections internationales, puisqu'aujourd'hui, avec tout l'outillage qui existe en termes de diffuseurs de flux, il est extrêmement facile, à partir du moment où on a le bon catalogue de produits bien structuré et bien traduit, d'aller vendre chez Amazon Allemagne, Amazon en Angleterre, etc., etc. Et donc, il y a qu'un effet volume qui permet de vraiment de mettre en valeur les produits que vous avez, si tant est que vous êtes sur des produits vraiment spécifiques. Dans cette conférence, on souhaitait aussi parler avec notre troisième intervenant, mais qui n'est pas venu, de l'aspect livraison, puisqu'il était sur des livraisons de box en produits frais. Donc il y avait pas mal de choses à dire sur le modèle économique, sur la livraison, etc. Mais bon, malheureusement, il n'aura pas pu réagir. On va bientôt s'arrêter là parce qu'on a des conférences qui démarrent dans 2 minutes. Peut-être le mot de la fin, messieurs, dernier tour de table, sur voilà, je suis en train d'écrire ma stratégie e-commerce 2016 voire 2017. Qu'est-ce que je dois avoir en tête? C'est quoi? C'est le client, c'est justement les aspects device, c'est vraiment l'expérience client. Qu'est-ce que vous retiendriez? Qu'est-ce que vous mettriez en premier justement? S'il y a le choix entre le client et autre chose, on va dire le client, il n'y a pas photo. Le client, mais surtout, qui est mon client? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est mobile? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est PC, etc. Oui, évidemment, le client, mais également qui est ce client, et vraiment d'avoir l'humilité de se mettre dans la peau de son client. C'est vraiment le point fondamental. Teddy? Oui, il faut toujours partir du client. Il y a des modes parfois qui nous éloignent de ce mode de pensée, mais le client est forcément fondamental et central. C'est lui qui va faire tourner la boutique, c'est lui qui va payer les salaires et la marchandise. Donc oui, bien sûr, il faut partir du client. Faut se mettre dans sa tête, faut comprendre ce qu'il attend. Et après, il faut faire tout ce qu'on peut pour donner la meilleure expérience utilisateur et donc la meilleure satisfaction. On sait tous que les coûts d'acquisition sont très élevés dans l'équation. Si on peut fidéliser par le service, on gagne beaucoup. Le contenu, le service qui reste effectivement des données clés. Merci beaucoup Teddy Malfait d'Affinity Engine et Yann Tertrais de Solidis, que vous pouvez retrouver également à côté sur le stand. Je vous rappelle que dans quelques instants démarrent 4 conférences, une sur le tourisme en salle Dundee au 2e étage, une conférence sur les nouveaux métiers du numérique ici au 1er étage, une conférence sur la logistique également au 1er étage en salle YOL, donc c'est dans ces 2 salles-ci, et une conférence sur les réseaux sociaux qui sera en salle Ropart, donc c'est dans l'amphithéâtre. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite des travaux.